Eh bien, on va passer le micro à la salle. Si vous avez des questions, des remarques, vous aurez la gentillesse de vous présenter, de dire à qui vous vous adressez et de formuler des questions très courtes et très précises, si c'est possible. Je crois qu'on a un micro qui est là. Monsieur qui est au deuxième rang à gauche de l'hémicycle. Oui, Denis Bachelot, donc la correspondance économique. J'ai une première question pour Monsieur Leclerc du Sablon. Si je me souviens bien, vous avez évoqué dans les risques de l'investissement en Chine le risque de relocalisation. Est-ce que je me trompe ou pas? Et si oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce qu'on peut considérer que la meilleure chose qui puisse arriver à une entreprise française, bien sûr, après avoir été en Chine, c'est de se relocaliser en Europe, enfin en France. Ça prouverait notre efficacité en termes de compétitivité. Ensuite, donc, j'ai une question pour Monsieur Chang et Monsieur Maché, si c'est comme ça que ça se prononce. Quand on vous entend et qu'on fait la balance entre les difficultés de la Chine que vous avez évoquées, Monsieur Chang, et puis son potentiel ou l'autre regard que l'on peut porter sur les difficultés que vous avez évoquées, on est un peu dans la dialectique du verre à moitié vide ou à moitié plein. Comment nous, pauvres petits occidentaux qui regardons ça de très loin, on peut trouver des critères pour déterminer si le verre est à moitié vide ou à moitié plein? Comment? Parce que ce que vous dites est convaincant, mais quand on entend des gens qui nous disent que le verre est à moitié vide, ils sont aussi très convaincants. Comment on fait la part des choses? Oui, je vous remercie de votre question. L'emploi du mot risque n'est pas uniquement à consonance négative, c'est un risque de gagner. Et dans l'évolution actuelle des entreprises, des productions en Chine, en particulier la sophistication des productions, en particulier la montée en puissance des critères de sécurité, des standards, etc., fait qu'un certain nombre de compétitivités se redistribuent et donnent la chance à un certain nombre de productions de revenir vers leur bassin natif. Récemment, on parlait beaucoup des jouets, mais il y en a bien d'autres. Donc, j'ai voulu utiliser ce mot risque à la fois dans un côté, d'une manière, d'un danger, mais aussi le fruit d'une aventure qui peut nous rendre aussi gagnants, c'est-à-dire de nous permettre, comme cela s'aperçoit déjà, de retrouver un certain nombre de productions sur leur bassin géographique d'origine. Évidemment, production transformée, on ne refait pas ce qu'on a fait il y a 20 ans, même quand on est dans le Jura ou ailleurs. Mais ces relocalisations sont un effet gagnant d'un risque pris par des entreprises qui ont fait le pas d'aller en Chine, qui maintenant, pour une part de leur production, à cause des évolutions de qualification, de standards, de coûts de production en Chine, trouvent leur intérêt à revenir sur leur bassin natif. C'était ça mon idée. Je vais utiliser, si vous voulez bien, une autre image que celle de votre verre à moitié plein ou à moitié vide, parce que précisément, je trouve que cette image est une image qui est beaucoup trop statique et qui, de ce point de vue-là, est tout à fait occidentale, parce que c'est soit ceci, soit cela. Alors que, à mon sens, il faut voir l'économie et le monde actuellement de façon dynamique. Et l'image que j'utilise parfois est l'image du cuisinier. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, je trouve que bien souvent, actuellement, les économistes ont tendance à juger l'économie d'un pays un peu comme si vous jugiez de la cuisine d'un restaurant à partir de la qualité des matières premières qui sont utilisées. Vous n'allez pas dire, par exemple, monsieur, je ne sais pas moi, Point ou monsieur Bocuse est un excellent cuisinier parce qu'il n'utilise que des matières premières de première qualité. Je suis convaincu qu'il utilise des matières premières de première qualité, mais s'il faisait ceci, il serait ce que j'appelle un cuisinier japonais. Qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier japonais? Eh bien, c'est quelqu'un qui vous prend du poisson d'excellente qualité, qui le débite en tranches fines, qui vous le sert, on appelle ça du sushi, c'est excellent pour la santé, pour le goût, si vous voulez. C'est pas de la cuisine. Qu'est-ce que c'est qu'un cuisinier chinois? Un cuisinier chinois, c'est quelqu'un qui prend des matières vraiment tout à fait quelconques. Pour moi, le plat chinois idéal, c'est un plat que vous connaissez peut-être, qu'on appelle le tong projo. Je ne sais pas si vous connaissez ceci. Le tong projo, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un plat qu'on fait à partir de la partie la moins noble du porc.
On prend le gras double, vous avez la partie avec une graisse considérable, et on le fait cuisiner, et vous avez quelque chose d'absolument merveilleux. Ça, c'est la cuisine. Donc, essentiellement, je dirais que est-ce que le verre est à moitié plein ou est-ce qu'il est à moitié vide? Cela dépend essentiellement de l'art du cuisinier. C'est pas facile, Monsieur Ma, de commenter là sur cette. Merci. Merci à la table ronde. Jean-Christophe Rich, j'anime une équipe de dirigeants de transition ERG Europe avec un parcours industriel, et je vais rester un peu dans la fibre, qui a été présenté par vous. J'ai moi-même acheté beaucoup de produits venant de Chine depuis une dizaine d'années dans les missions auxquelles je participais dans l'industrie automobile. La question centrale que je me pose par rapport à cette croissance qu'a vécue ce pays, les relations que vous avez bien décrites par rapport à l'Occident, l'innovation, un des facteurs clés de succès. Je partage aussi avec M. Chiang son attente et recommandation d'être plus équilibré dans la communication et l'interprétation des faits que tout le monde accepte, mais l'interprétation à la mode de la presse occidentale versus à la façon dont lui-même a décrit l'interprétation chinoise, qui peut être un peu trop dans l'autre sens. Le juste milieu doit être rééquilibré. La question que j'ai, c'est par rapport à la valorisation de la monnaie chinoise par rapport au restant des monnaies. Que faut-il penser des dernières récentes années, de sa valorisation? Est-elle effectivement sous-évaluée? Ou alors, quelle est la position? Quel est votre point de vue? Et comment la voyez-vous évoluer dans les toutes prochaines semaines ou périodes, compte tenu de la crise mondiale? Monsieur Ma est un diplomate, donc ça va être difficile. S'il y a un économiste dans la salle, s'il y a un économiste qui souhaite répondre, moi-même, j'avoue, je m'interroge. Il y avait un débat d'économistes ce matin sur une radio et la question était, et je vais laisser répondre mes collègues, la question était, est-ce que les États-Unis ont la capacité d'influencer les Chinois dans leur politique monétaire? Personnellement, je ne le pense pas, ils n'ont pas de raison de le faire. Il y a deux éléments. Il y a la tendance à long terme qui est une hausse du yuan par rapport aux monnaies occidentales sans aucun doute, et par rapport aussi d'ailleurs au yen. Ça, dans les années à venir, il faut s'y attendre et on le verra. Après ça, il y a la stratégie à court terme des autorités chinoises. Je ne suis pas forcément le mieux placé, mais je peux avoir quelques idées d'observateurs. Les Chinois sont partagés entre la pression des États-Unis qui veulent réévaluer le yuan comme ils avaient fait la réévaluation du yen dans les années 80 pour faire une dévaluation du dollar. Ce qui serait d'ailleurs assez logique, puisque quand on surémet de la monnaie non causée, un jour ou l'autre, il faut faire de l'inflation. Il n'y a pas de secret. Alors, il y a plusieurs moyens de la faire, et le bon moyen, c'est de faire porter par les autres la dévaluation de fait. Et inversement, ils sont, eux, portés par leur souci de maintenir leur avantage compétitif, qui pour nous est effarant, mais qui pour eux n'est pas aussi important que ça, et qui est fragile, et qu'ils ont besoin de maintenir pour continuer le processus d'enrichissement technologique. Et donc c'est un vrai rapport de force entre les deux pays qui a... Et là on a des puissances équivalentes, même si les États-Unis ont militairement certainement une très grande capacité, mais en économie aussi, enfin la Chine n'en a pas moins. Et globalement, l'intérêt commun des deux serait de trouver un accord probablement un peu intermédiaire pour aménager tranquillement une montée en puissance du yuan, la Chine le faisant tarder le plus possible pour pouvoir maintenir son avantage compétitif. Monsieur Chiang. Je me permets d'intervenir 30 secondes pour vous dire que j'ai écouté cette question il n'y a pas très longtemps posée à un certain Monsieur Zhou qui est vice-président de la Banque de Chine. Et je vous donne la réponse de M. Zhou, c'est pas la mienne, hein, donc je me permets d'être simplement l'interprète de ce qu'il a dit parce que j'ai trouvé que c'était intéressant. Lui disait en fait, dans l'économie mondiale
que nous voyons se développer aujourd'hui, il n'y a en fait pas beaucoup de solutions. Parce que les États-Unis vont être obligés de faire un plan de relance, et la question c'est comment vont-ils financer le plan de relance? Alors ils n'ont que deux solutions. La première consiste à émettre des bons du Trésor et à demander aux gens, à l'étranger, de les acheter. Qui peut les acheter? C'est pas compliqué, les Chinois, les Japonais, les Arabes. C'est un peu ce que disaient ce matin d'ailleurs M. Attali et M. de Boissieu. Le problème, c'est que la Chine a déjà pour quelque chose comme 1000 milliards de bons du Trésor américain. Donc les Chinois n'ont pas spécialement envie d'en acheter encore davantage. Mais ils seront forcés d'en acheter un certain nombre. Pourquoi? Parce que si la relance américaine n'est pas financée par les bons du Trésor achetés par les puissances internationales, à ce moment-là, les États-Unis feront marcher leur planche à billets, et par conséquent, ça va se traduire par une dévaluation massive du dollar. Et là aussi, la Chine est victime. Pourquoi? Parce que la Chine, comme on le disait tout à l'heure, a 2000 milliards de réserves en devises, 2000 milliards de dollars de réserves en devises, principalement placés en dollars, et par conséquent, toute dévaluation de dollar appauvrit aussi la réserve de la Chine. Par conséquent, vous avez un équilibre entre les deux qui fait qu'il va y avoir nécessairement à la fois l'un et l'autre. Si je peux me permettre, je ne suis pas non plus le mieux placé. Monsieur Larson? Monsieur Larson? Oui, pardonnez-moi. Je ne suis pas non plus le mieux placé sur le sujet du cours du yuan à terme, même si j'étais banquier dans ma vie. Simplement, à Hong Kong, la semaine dernière, et je reviens sur est-ce qu'on est en avance ou en retard, à Hong Kong, la semaine dernière, la question que se posaient les Asiatiques rassemblés, donc de l'ensemble du monde chinois et un petit peu plus loin encore, c'était pas tant le cours de dollar ou du yuan, c'était comment utiliser la crise pour accélérer l'intégration asiatique en général, commerciale, éviter le protectionnisme, etc. On en a parlé ce matin. Et en ligne de mire, une devise asiatique. On ne sait pas si ce sera le yuan ou ce sera autre chose, mais c'est un petit peu le... Donc il y a vraiment... On ne peut pas regarder toujours demain, mais c'est ça aussi les questions qu'on se pose. Et un petit commentaire sur la remarque de M. Chieng sur le cochon. De la même manière, quand on regarde depuis l'Asie, on s'interrogeait sur le taux de chômage en croissant dans un certain nombre de pays. Et les Hongkongais faisaient valoir que bien qu'il soit un centre financier, donc normalement en plein cœur de la tourmente, en plein cœur de ce qui devrait être un maelstrom, pour eux, ils sont royalement passés de 3 à 4 et quelques % de chômage, c'est-à-dire zéro en théorie économique. Et pourtant, ils sont vraiment dans l'œil du cyclone. Donc le cochon a encore un peu de gras, c'est ce que je conclus, Monsieur Chieng. Je crois qu'il y a une question en haut de l'hémicycle, monsieur. Oui, bonjour. Gérard Mélian, professeur d'université, professeur au groupe IFA et SIA. Trois questions. Une question donc pour monsieur François Bernard, une question pour monsieur Leclerc du Sablon et une question pour monsieur Chêne. Parlez bien dans le micro, Première monsieur. question tout d'abord pour monsieur François Bernard. Monsieur Picard rappelait donc ce matin l'importance qui a été prise en matière de transparence financière par les États, notamment donc aux États-Unis avec la Sarbanes Act et en France donc avec la LSF. J'aimerais savoir ce qu'il en est donc en Chine, en amont effectivement de tout ce qui est structuration du deal, si effectivement on n'arrive pas à évaluer, comme vous l'avez dit, donc selon nos critères, donc les entreprises dans les opérations de fusion-acquisition. Pour monsieur donc Leclerc du Sablon, qui nous a rappelé donc les différents risques. Il y a un risque qui m'a particulièrement donc frappé, c'est le risque de ne pas être dupe. J'aimerais savoir comment la CCI intègre dans sa démarche de vouloir faire absolument de business donc avec la Chine, le fossé qui ne cesse de s'accroître, selon moi, entre les apporteurs de capitaux et ceux donc à qui on doit la création donc de valeur, la création de richesse, sur le critère fondamental qui est le coût de la main-d'œuvre. On l'a vu notamment donc à travers effectivement le succès il y a pour la création des sites des Jeux Olympiques. Ma dernière question pour M. Chen, et c'est pas le professeur d'université qui parle, c'est l'agriculteur. Si la Chine a la vocation d'être le coffre-fort du monde, comme vous l'avez rappelé, M. Chen, le contenu de ce coffre-fort a un coût social mis en œuvre par le management des entreprises chinoises. Donc j'aimerais qu'il me rappelle donc les principes de gouvernance qui existent donc aujourd'hui donc en Chine entre donc gouvernance éthique et coût social. Merci.
Donc pour répondre à votre question sur la transparence financière, je crois qu'il y a deux choses. Il y a d'abord le comportement vis-à-vis de la matière financière, et ensuite il y a l'interprétation des concepts derrière la transparence. Ce qui est clair, et ce que j'ai pu constater de mon expérience, c'est que la difficulté que l'on rencontre lorsqu'on étudie les états financiers des entreprises implantées en Chine, je dirais, c'est qu'il y a une appréciation différente, je dirais même à la limite des règles de base. Même si on a constaté une évolution extrêmement forte, je dirais vers le sens des normes comptables internationales, je me rappellerai toujours, à une époque, on avait développé un outil de formation aux normes internationales pour l'Institut comptable de Pékin. Et à l'époque, j'avais rencontré un grand Chinois qui était assez impliqué dans les normes comptables internationales et qui m'avait dit, Monsieur Bernard, d'abord, ce n'est pas la Chine prendra dans les normes internationales ce qui l'intéresse, et c'est pas les normes internationales qui vont s'imposer, je dirais, aux entreprises chinoises. Ça, c'était une première chose. Il me disait, mais on a un problème fondamental qui est minimisé aujourd'hui par ce qui se passe, mais c'est le principe de base de la comptabilité internationale, c'est ce qu'on appelle la fair value, qui est donc une valeur objective d'un bien, alors que, me disait-il, nous avons aujourd'hui en Chine une notion de fair value qui n'a pas réellement ce que vous entendez à l'étranger, vous, par la fair value. Je prendrai un exemple, la comptabilité, même si elle évolue vers les normes comptables internationales, mais là je parle quand même pour les sociétés cotées, je dirais, elle est basée beaucoup plus qu'ailleurs sur le principe du cash basis, c'est-à-dire monnaie trébuchante et sonnante, plutôt que par rapport aux engagements liability. Donc là, il y a un problème de transparence financière. Je prendrai un autre exemple, c'est la valeur des stocks, c'est la dépréciation des clients. C'est clair que les données dont on dispose sont pas tout à fait les mêmes. Un autre point qui est extrêmement important dans l'appréciation des états financiers, c'est l'évolution de la fiscalité en Chine. Il est clair qu'aujourd'hui, la fiscalité en Chine est un domaine qui évolue au fur et à mesure de la transformation de l'économie. Et il est clair que la fiscalité n'est pas encore stable aujourd'hui. Et il est clair que lorsque l'on étudie les comptes des entreprises en Chine, on se retrouve dans une situation où on n'a pas de réponse extrêmement claire sur un problème fiscal en particulier. Donc on en arrive à des interprétations différentes qu'il faut bien comprendre. Donc en ce qui concerne la transparence financière, c'est également une question de culture. Enfin, il m'est arrivé de trouver deux comptabilités. Une comptabilité pour, le management, et une comptabilité pour ce qui est de la comptabilité officielle. Donc la transparence financière est clairement quelque chose vers quoi on évolue. La transparence financière est encore à quelques encablures de ce dont on peut, avoir comme idée, encore que la crise financière d'aujourd'hui m'amène à extrêmement prudent. Puisque quand on voit les scandales, que l'on constate à la date d'aujourd'hui, on peut se demander où est la transparence financière. Mais enfin, je reviendrai un petit peu à ce que disait Monsieur Picard plus tôt dans la matinée sur le rôle des régulateurs, des agences de notation. Ce que je regrette, c'est qu'on n'ait pas réfléchi sur ce qui s'est passé à l'époque d'Enron, parce que pour moi, aujourd'hui, je pense que la crise mondiale, c'est un Enron mondial. Mais enfin, je pense que tous les ingrédients étaient déjà dans Enron. Donc voilà en ce qui concerne la transparence financière. J'espère avoir répondu à votre question. Oui. Pour répondre à votre question, je situerai l'action de la Chambre de commerce française en Chine dans une chaîne qui part de des entreprises françaises en France, qui sont par elles-mêmes en projet soit de sourcing, soit d'export, soit de fabrication, soit d'échange avec la Chine, soit à travers les CCI, les CRCI, tout l'appareil de chambres de commerce en France. Et nous sommes des relais, une fois arrivés en Chine, avec d'autres partenaires, j'ai cité UbiFrance et d'autres, pour donner le maximum de chances de réussite à ces projets. Donc, une partie de ma réponse, ce sera dans ce projet, c'est-à-dire comment est-ce que l'accompagnement, l'intelligence, la formation,
l'analyse, le diagnostic porté par les chefs d'entreprise ou par leurs appareils, avec l'aide des conseils qui sont autour d'eux en France, leur permet de se préparer à demain, aujourd'hui et demain, à commencer une aventure ou un projet en Chine qui va, et là je rejoins votre question, non pas courir derrière l'évolution rapide des chances d'entreprises étrangères de travailler en Chine, mais courir devant. Et courir devant, l'une des réponses, et celle-là que je voudrais mettre en avant, c'est certainement de prendre la décision, j'allais dire, d'aller en Chine à partir du moment où, au niveau financier d'une part de l'entreprise, au niveau de ses ressources humaines, ses ressources industrielles, de ses ressources d'intelligence, elle est capable de mener en Chine des projets qui sont de haute valeur ajoutée ou de plus haute valeur ajoutée, des projets dans lesquels elle va être innovante et se situer sur les marchés ou en partenariat sur les marchés chinois, non pas en courant après, mais en étant devancière de quelque chose. Et c'est à ce compte-là qu'elle a quelque chance non seulement de réussir son aventure, mais de pouvoir en tirer des bénéfices. Et ça, j'insiste là-dessus parce que c'est un peu tout le sens du grand effort qu'on essaye de faire aujourd'hui de coordination de l'accompagnement des projets des entreprises de notre pays vers la Chine. C'est véritablement en amont, très en amont, d'avoir un diagnostic le plus fin possible, le plus sérieux possible, pour éviter d'abord que des gens s'aventurent là où ils n'auraient pas pu ou pas dû s'aventurer. Bien sûr, on ne peut pas empêcher quelqu'un de faire une bêtise, mais d'autre part, que cette aventure, quand elle est possible, elle soit faite non pas sur des critères d'hier, mais de demain. C'est-à-dire, en particulier, dans des domaines de technologie et d'avancée d'innovation sur lesquels, et on le sait, traditionnellement, notre pays et les entreprises de notre pays sont bonnes. Donc, nous, à la CCI, FC, française en Chine, nous n'avons pas à dicter à des entrepreneurs, bien sûr, ce qu'ils ont à faire. Simplement, quand ils nous interrogent, en lien avec nos collègues des CCI en France ou des CRCI et du Bifrance, on leur dit attendez, vous n'êtes pas prêts, là vous allez pas tenir. Non, c'est pas là-dessus qu'il faut que vous y alliez. Il faut que vous preniez le temps de développer des produits ou de développer des technologies, des process qui vont vous permettre, dans un temps raisonnable, avec un investissement portable par vous, d'être gagnant sur les marchés chinois. C'est pas nouveau de dire ça, c'est pas une grande révélation, mais pour pas mal de PME, et je vous rappelle que la CCI FC, dans ses membres, elle a 70% de PME françaises. Pour beaucoup de PME, quelquefois, ce raisonnement-là, il vient rencontrer une espèce d'urgence, on a envie, on y va, etc. Non, du calme, le risque d'être patient, hein, c'était ça que je voulais dire. Et nous pouvons proposer simplement, nous, les outils de cette patience. Je trouve que votre question, en fait, est une question extrêmement profonde. Et je me permettrai de répondre en séparant deux aspects. Un aspect que j'appellerais d'abord un aspect philosophique, sur lequel je ne m'appesantirai pas parce que ça nous amènerait beaucoup trop loin. L'aspect philosophique, c'est: y a-t-il une universalité dans les notions d'éthique que vous mentionnez tout à l'heure? Donc, faut-il y avoir une norme qui soit universelle? Donc, vous voyez que ça peut nous amener beaucoup trop loin, et si vous me permettez, je n'aborderai pas cet aspect que j'appelle philosophie de la question. J'aborderai le côté pratique de votre question, c'est-à-dire les tensions sociales, quel est le coût finalement du social en Chine. Alors, je répondrai de ce point de vue-là de la manière suivante. C'est que j'ai vu, il n'y a pas je me placerai encore une fois dans une perspective que j'appelle une perspective dynamique. Et quand vous placez dans une perspective dynamique, vous voyez les choses d'un point de vue qui est quand même sensiblement différent. Et j'ai été frappé par la lecture d'un sondage que j'ai vu, qui s'est passé il y a quelques mois de cela, sur le moral des gens et sur leur situation, la façon dont ils évaluaient l'avenir dans toute une série de pays au monde. Et le résultat, je vais vous le dire, il est extrêmement simple. C'est qu'on constate que lorsqu'on fait ce sondage dans les pays européens, dans les pays de l'OCDE et en particulier dans les pays européens, incontestablement, le niveau de vie des pays européens est considérablement supérieur
au niveau de vie que l'on rencontre en Chine. Je parle en moyenne, bien entendu. Au niveau des conditions de travail, au niveau des conditions sociales, au niveau de ce que vous voulez. Mais si vous regardez autre chose et si vous projetez dans l'avenir, vous constatez que la plupart des Européens sont convaincus que la situation de leurs enfants sera moins bonne que la leur actuellement, alors que si vous êtes en Chine, vous constatez que la grande majorité des Chinois est convaincue que la situation de leurs enfants sera meilleure que la leur. Alors je vous pose la question, où faut-il mieux vivre ? Et pourtant, André, si tu me permets, c'est vrai, je consonne à ce que tu dis, et comment se fait-il qu'on fait plus d'enfants en France quand même ? C'est-à-dire que les choses ne sont pas, et je retrouve ton accent tout à l'heure en disant les choses ne sont pas duelles ou dilémiques, les choses sont plus complexes que ça, je crois. J'ai une boutade et 2 questions. La boutade, si vous avez des problèmes pour dépenser vos 2000 milliards, vous pouvez nous demander des conseils, on vous dira comment on fait. Et la question, on parle beaucoup de la durée du travail, on parle beaucoup du travailleur chinois, et je voudrais savoir, dans une grande entreprise équivalente à Renault, par exemple, combien d'heures par semaine travaille l'ouvrier ou l'employé chinois? Et dans une PME, parce qu'on sait que dans les PME, on travaille un peu plus, combien est-ce qu'on travaille d'heures par semaine? C'est en termes d'heures ou de productivité du travail? En termes d'heures. L'employé arrive à quelle heure et part à quelle heure? En Chine, il y a des horaires, enfin, au niveau de l'industrie, il y a des horaires et des règlements de règles de travail légales qui sont, en toute proportion gardée, comparables avec ce qu'on peut connaître dans les grands secteurs industriels de chez nous. Ceci dit, si l'on prend ensuite tout un secteur plus gris de l'industrie, où là, les contrôles sont plus compliqués, où la mise en œuvre de la légalité est plus compliquée, là, effectivement, on s'éloignerait un petit peu de ça. Et puis ensuite, il y a le secteur rural, dans lequel vous avez de la pluriactivité en grand nombre, où vous avez des gens qui sont à la fois exploitants agricoles, mais d'autres qui sont aussi dans de multiples activités artisanales rurales. Moi, je crois que le comparatif évolutif, il est dans la productivité du travail et dans l'évolution de cette productivité entre l'employé d'une entreprise ici et l'employé d'une entreprise en Chine. La productivité du travail en Chine est encore aujourd'hui bien en deçà de ce que nous pouvons constater ici. Et dire cela, ce n'est pas faire un constat statique négatif, je suis aussi très dynamique dans ma pensée, c'est de dire qu'il y a du chemin encore à parcourir, donc du gain à prendre, quoi. Mais c'est la productivité du travail qui fait la grande différence pour moi. Je vous remercie. En fait, je voulais que vous me confirmiez que c'est quand même un mythe que l'ouvrier chinois arrive à 6 heures et termine à 22 heures. C'est pas la réalité. La réalité, c'est des horaires normaux, peut-être un peu améliorés par rapport à, enfin un peu plus durs que ceux des employés français, mais c'est pas 2 journées de travail en Chine pour une journée en France. Je pense qu'il y a en quantité de travail. Hein. Oui, mais je pense qu'il y a des secteurs. Là aussi, c'est tellement difficile de répondre à des questions extrêmement globales sur la Chine, puisque vous avez des zones, vous avez des régions où les principes de la loi sont appliqués, sont revendiqués même par les salariés, et vous avez d'autres secteurs dans lesquels cette loi est encore loin d'être appliquée, où vous avez des abus considérables aussi que le gouvernement essaye de maîtriser, de punir. Bon, donc je dirais qu'à la fois on a une nette avancée. Et d'ailleurs, la nouvelle loi du travail de début 2008 a été significative, puisque on a souvent évoqué vers le printemps et l'été dernier que la crise avait déjà fait fermer dans le Guangdong un certain nombre d'entreprises
En fait, non. Bien avant que la crise ait provoqué la chute de certaines entreprises, c'était la législation du travail rénovée en janvier 2008 qui a amené un certain nombre d'entreprises à réviser leur manière de faire et certaines à fermer. Donc là, il y avait des abus, etc. Donc, dans certains secteurs, il y a effectivement, sans doute et certainement, de grands abus encore qui sont en correction, mais qui existent encore. De là à dire qu'en Chine, l'ouvrier travaille à la façon Zola, allez voir dans les parcs industriels de la grande région industrielle de Shanghai, on n'en est pas complètement là. Je veux dire, vous avez des témoignages complètement à l'inverse de ça. Donc moi, ce que j'appelle, c'est à des jugements nuancés, progressifs, datés, factuels, dans lesquels on peut évaluer une qualité non pas sur des faits immédiats, mais sur des progressions, sur des évolutions, sur des panels qui permettent de se dire, bon tiens, en 2 ans, 3 ans, 4 ans, l'évolution va dans le bon sens, va trop lentement, pas assez vite, etc. C'est plutôt ce type de réponse nuancée que je ferai, quoi. Est-ce que je peux me permettre un petit commentaire là-dessus? Monsieur Macheux, pardonnez-moi, n'écoutez pas. Je vais parler d'une autre Chine, de Taïwan en l'occurrence. On parlait du cuisinier qui fait pas la même chose avec les ingrédients. Le chômage, c'est un ingrédient ou une matière première qu'on peut utiliser de manière différenciée. À Taïwan, aujourd'hui, Taïwan a perdu 50% de sa production industrielle en quelques mois. Flouf. Le résultat, c'est pas 50% de licenciement, c'est qu'on travaille 3 jours par semaine. Ça permet entre autres que les jeunes trouvent du boulot, etc. Je crois qu'il y a une question. Monsieur au fond. Monsieur d'abord et ensuite monsieur au fond, deuxième rang, tout en haut. Oui, monsieur Mazière, moi je suis consultant en veille technologique. Justement, c'était pour un peu la Chambre de commerce, si je peux me permettre, puisque vous disiez que vous conseillez, vous accompagnez les PME. Dans le cadre de risques éventuels, est-ce que vous leur expliquez bien, si je peux me permettre, des notions fondamentales de chiffre d'affaires et de profit? Parce que certains, moi j'ai eu des exemples de gens qui m'ont raconté qu'ils dépensaient beaucoup d'argent, mais le retour n'était pas encore là. Et deuxièmement, comment font-ils pour rapatrier leurs profits quand il y en a? Si vous les accompagnez dans cette réflexion-là, qui me semble une réflexion stratégique évidente, et aussi, comment vous pourriez expliquer que certaines sociétés françaises ou même européennes ferment en Chine et préfèrent aller en Slovaquie ou en Italie pour des raisons notamment logistiques de réassort en camion, mais aussi des raisons financières, je dirais presque éthiques, pour rejoindre ce qu'on avait dit auparavant. Donc, vous les accompagnez vraiment dans une vision globale, c'est-à-dire SWOT, c'est-à-dire faiblesse et opportunité et menace, quoi. Et non pas juste dire la Chine c'est grand, faut y aller. Une partie technique, comment rapatrient-elles leurs profits, les firmes françaises, quand elles en font? Monsieur Bernard, un auditeur. On prend un spécialiste pour cette question. Le problème du rapatriement des profits, il est directement lié à la structuration du deal au départ. Je veux dire, la question qui se pose, bien évidemment, c'est en fonction de ce que vous avez apporté. Est-ce que vous apportez des brevets? Est-ce que vous apportez... Et il y a des réglementations extrêmement claires qui existent sur la rémunération des brevets. Ensuite, si vous voulez rapatrier... Ce qu'il faut, c'est que c'est au moment de la structuration du deal que vous prévoyiez, que vous anticipiez quel est le meilleur moyen de rapatrier des sommes. Mais je dirais que la législation chinoise vous offre un certain nombre de possibilités. Alors bien évidemment, il y a les conventions franco-fiscales, il y a la lutte contre l'évasion fiscale. Ensuite, le choix de décider de verser des dividendes, de verser des royalties. En plus, tout dépend également de la structuration du deal. Est-ce que vous allez passer par une structure qui est à Hong Kong, qui elle-même détient la société sur le mainland, ou est-ce que vous avez un lien direct avec, avec le territoire européen éventuellement de parler? Tout ça, c'est quelque chose qui est à bien étudier. Mais c'est des choses auxquelles on est habitué. Et je dirais de ce côté-là, il n'y a absolument pas de restriction du côté chinois. Il faut que les choses soient claires, soient transparentes. Mais il faut que ce soit prévu dès le début. C'est pas au coup par coup, parce que vous n'allez pas tout d'un coup vous dire tiens, finalement, j'ai passé un brevet, j'aimerais faire remonter des royalties. Allez, tiens, maintenant je vais faire un contrat. Non, ça, je crois qu'il faut le prévoir avant. Bon, chaque situation est différente, mais c'est clair aussi que dans la structuration du deal, le fait que vous passiez par Hong Kong ou que vous investissiez directement a un impact non négligeable sur le choix que vous déciderez.
Monsieur au deuxième rang en haut. Voilà, le micro arrive, monsieur. Oui, bonjour. Jean-Pierre Castel, consultant en stratégie indépendant. J'aurais deux questions. Une question de macroéconomie et puis une question sur les entreprises. Ce qui frappe, en termes de macroéconomie, ce qui frappe, bien sûr, n'importe qui sur la croissance chinoise, c'est la part de la FBCF. Est-ce que vous pouvez nous dire, extrêmement élevé par rapport à tout ce qu'on connaît ailleurs dans le monde, est-ce que vous pouvez nous dire, excusez-moi, c'est une question pour l'ensemble du panel, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous voyez l'évolution de ce taux de FBCF? Est-ce que l'effort d'investissement était un effort de surinvestissement, de sorte qu'on aurait aujourd'hui, dans certains secteurs, une situation de surcapacité qui va conduire à une réduction de la FBCF? Est-ce que l'urbanisation est déjà largement engagée? Est-ce qu'on va là aussi avoir un facteur de ralentissement? Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est sur les entreprises, sur les coopérations Europe-Chine, Chine-Europe. On a beaucoup parlé de multinationales chinoises qui viennent en Europe. On a beaucoup parlé de joint venture des occidentales en Chine. Est-ce qu'on peut imaginer, dans un avenir proche, des co-entreprises du type Renault-Nissan, dans lesquelles il y ait un partage équilibré des atouts, la croissance du marché chinois, la compétitivité chinoise d'un côté, la technologie, le savoir-faire export pour l'entreprise européenne. Merci. Alors la première question, c'est pour un économiste. Le taux de croissance chinois et la part d'investissement. Monsieur Cheng. Je vais bien répondre, enfin donner mon point de vue, pas répondre, mais à votre première question. Alors, je me permettrai d'abord de préciser que FBCF signifie formation brute de capital fixe, donc puisque c'est un jargon quand même d'économiste. Alors, effectivement, c'est un problème qui se pose parce qu'on accuse régulièrement la Chine d'avoir un trop fort taux d'investissement, de formation de FBCF, et d'avoir un trop faible taux de consommation. Bon, on est allé très loin, il faut savoir. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais M. Paulson est allé en Chine pour dire que, je ne sais pas si c'était vraiment une boutade ou pas, pour dire que la cause de la crise mondiale est en Chine. Ce sont les Chinois qui ont provoqué la cause mondiale parce que comme ils épargnent trop, ils ont encouragé les Américains à trop consommer. Donc c'était quand même un petit peu fort. Donc on peut aller très loin dans ce type de raisonnement. Je répondrai la chose suivante, c'est que le Chinois, comme je le disais, est d'abord de nature un agriculteur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui épargne. Donc il ne faut pas chercher de raison objective à cela. C'est un atavisme. Donc depuis 3000 ans, encore une fois, le Chinois épargne. Alors, obliger le Chinois à consommer, c'est quelque chose qui ne se fait pas en l'espace de quelques mois ou de quelques années. Par conséquent, le gouvernement chinois remplace ce manque de consommation privée par ce qu'on peut appeler une consommation publique. Et la consommation publique, qu'est-ce que ça consiste? Enfin, pour donner une image extrêmement simple, ça consiste à dire que plutôt que de boire du Coca-Cola tous les jours, les Chinois préfèrent construire des routes. Bon. Et globalement, moi j'ai quand même été impressionné il y a quelques années de cela. Je suis allé au fin fond de la Chine, dans le Xinjiang. Je suis allé à la ville d'Urumqi. Et j'avais envie de voir une ville qui est une ville qui s'appelle la ville de Turfan, qui est une ville beaucoup plus touristique que Urumqi, qui est quand même un centre administratif et industriel. Et j'avais demandé à louer une voiture pour aller de Urumqi à Turfan. Alors, vous savez, on est dans le désert du Gobi, enfin au fin fond vraiment de la Chine. Et je m'étais renseigné, mais quelle distance y a-t-il entre Urumqi et Turfan? On m'avait dit de l'ordre de 300 km. Alors j'avais posé la question naïvement en disant, mais est-ce que je peux faire l'aller-retour dans la journée? Parce que je n'ai qu'une journée, c'était un dimanche. Personne ne me regardait avec des yeux un peu étonnés en disant, mais vous faites l'aller-retour en 2 heures. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Il y a une autoroute qui est de la qualité de l'autoroute Paris-Lyon qu'on trouve entre Urumqi et Turfan, au fin fond de la Chine. Donc c'est cela, si vous voulez. Et c'est ce qui explique que la Chine est passé d'une situation où en 1978 il avait 0 km d'autoroute et où en 2008, 30 ans après, vous avez en Chine le 2e réseau autoroutier mondial après celui des États-Unis. Les alliances, monsieur. Oui. Pardon. Non, je sur simplement le taux de croissance. Sur le taux d'épargne surtout, et sur la stratégie de développement de la Chine. On est toujours dans la même chose. C'est un pays qui a décidé en 1978
d'utiliser une économie de marché pour financer sa rénovation et sa montée en puissance. Et donc, ils ont une épargne qui est quand même un petit peu aidée par l'État, pour ne pas dire forcée par l'État, de façon à financer cette marche forcée, acheter de la technologie, financer la formation, financer les équipements, bien sûr. Et tout ça se régularisera le jour où la Chine aura un niveau de technologie et de vie comparable, quelles que soient les données monétaires, mais comparable en réalité avec ce qu'on connaît dans le reste du monde développé. Donc, encore une fois, on parle de une dizaine d'années, je pense, ou un peu plus, et à ce moment-là, on retombera à des comportements d'autofinance, de FBCF, c'est-à-dire d'épargne et d'investissement qui seront comparables. Mais pour l'instant, ils sont dans une période tout à fait transitoire, qui est une période d'équipement, de formation, d'importation de technologie qu'il faut financer. Donc une monnaie relativement basse, de façon à pouvoir avoir un avantage commercial important, qui finance tout ça. Oui, j'aimerais saisir l'opportunité de la deuxième question de monsieur pour aborder un sujet. Et là, je me tourne un peu vers, en particulier, j'ai noté qu'il y avait un professeur d'université. Moi-même, j'ai été maître de conférence à l'université Reims-Champagne-Ardenne pour proposer une réflexion qui pourrait, je sais pas, éventuellement être inspirante. Tout à l'heure, on a présenté, M. Larsson a présenté le cas de Thomson, le rachat de Thomson, et avec l'échec. Et parmi les raisons de cet échec, il en a fait figurer un certain nombre qui sont tout à fait exactes. Peut-être n'a-t-on pas suffisamment noté qu'une partie de l'échec a été quelque chose qui était déficitaire dans l'approche du management, de l'interculturalité, du mélange du management de cette entreprise de la part du racheteur chinois. Et à l'inverse de ce cas Thomson, on a le cas exemplaire, entre guillemets, de Lenovo, où il y a eu, là, au contraire, une approche très progressive, extrêmement étudiée de ce management nouveau. Il y a quelques mois, je discutais avec le numéro 1 de Volkswagen en Chine, un monsieur extrêmement compétent, un ancien de la Chine, avec un succès industriel extraordinaire. Et j'ai osé la phrase suivante, je pense qu'il serait intéressant de mettre nos chercheurs en contact avec les chefs d'entreprise ou les hommes d'entreprise et les femmes d'entreprise pour dire quel sera le management de demain d'entreprise dans lequel il y aura de l'esprit chinois, de l'esprit occidental, de l'esprit américain, etc. Et ce monsieur, avec toute la qualité industrielle et de management qu'il avait, a été cassant en disant « certainement pas ». Le modèle est établi, il va perdurer. D'ailleurs, je n'ai qu'à prendre la preuve de tous mes cadres chinois. Ils savent parfaitement devenir des managers de Volkswagen. Ça ne m'étonne pas parce que les Chinois sont très capables de devenir des managers de Volkswagen. Est-ce que ça veut dire que demain, les entreprises qui vont naître vont être des clones de Volkswagen? Je ne crois pas. Je crois qu'au contraire, il y a une inventivité de management à trouver et à créer pour dire quelle sera cette entreprise de demain qui ne va pas être complètement sur le modèle occidental, qui ne va pas être complètement sur un modèle d'entreprise chinois qui d'ailleurs lui aussi s'avérerait très rapidement périmé, suranné, etc., mais qui n'existe pas encore. Et moi, à titre de mon titre d'observateur depuis longtemps de la vie chinoise, d'accompagnateur de jeunes, j'ai été professeur en université en Chine pendant près d'une dizaine d'années, j'en ai vu des étudiants, j'en ai corrigé des masters, j'en ai entendu des thèses, etc. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est de dire, savoir comment copier, on sait que la Chine est la reine du copiage. Mais savoir comment ensemble on va inventer un type de management d'entreprise pour demain, ça m'intéresse. Et je m'adresse, monsieur Larsson d'HEC qui est à côté de moi, et d'autres dans la salle peut-être. Là, vous avez déjà un chantier énorme. Je sais que vous y êtes déjà dessus, mais c'est celui-là le vrai chantier. C'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, en étant plus successful, pour reprendre le mot anglais, que Thomson, et en peut-être s'inspirant de ce que Lenovo a essayé de faire. Votre commentaire m'enchante aussi parce que ces transnationales chinoises que je vous ai présentées, elles ont toutes transnationales, sauf cette culture au sommet. Elles sont très chinoises. Donc c'est un peu leur faiblesse. Et ça plaide dans le sens de la théorie des alliances. De même qu'on a un Renault-Nissan, est-ce qu'on aura un SAIC Peugeot demain? Pourquoi pas? Alors il y a une question au deuxième rang de l'hémicycle, monsieur.
Oui, Pierre Couveigne de la revue Les Annales des Mines. Monsieur Macheux nous a dit qu'aujourd'hui commençait l'année du buffle. En plus, c'est une année de buffle de terre. Donc je pense que personne n'est étonné de voir beaucoup de travailleurs temporaires revenir dans les campagnes. Et ce sera sûrement une excellente année, je pense, pour l'agriculture. Mais ce n'est pas ma question. Je voulais revenir sur cette possibilité de relance par la demande. Et ce fameux coffre-fort plein que tous les gouvernements européens aimeraient bien mobiliser pour contribuer à relancer la croissance économique. Est-ce que vous ne pensez pas que le fait que les gens économisent tant est en partie lié au fait que la protection sociale n'en est qu'à ses débuts? Et est-ce que le gouvernement chinois n'aurait pas l'intention d'accroître un peu le dispositif de protection sociale? Je pense tant pour ce qui est de la maladie que la protection contre le chômage ou la retraite, pour que ce coffre-fort s'ouvre un peu et soit dépensé pour accroître la demande et ainsi la croissance économique. Oui. Comme vous le savez, peut-être la protection sociale est un secteur, si vous voulez, relativement faible il y a quelques années. Et ces dernières années, le gouvernement a pris de l'importance particulière pour développer cette protection sociale. Bien sûr, ça demande beaucoup d'argent et la Chine maintenant a cette capacité. Donc, elle commence maintenant à améliorer, à établir des choses, si vous voulez, élémentaires, parce qu'il y a un grand écart par rapport aux pays développés, en France par exemple. Et longtemps, surtout les paysans, l'agriculteur n'ont aucune protection sociale. Mais ça va être changé. Alors, le plus vite possible, et le gouvernement a le projet d'établir et de renforcer le système. L'une de l'objectif de renforcer ce système est aussi d'assurer la consommation interne. C'est-à-dire que sans cette protection sociale, sans rien, alors les gens mettent l'argent à côté pour guérir les maladies lorsqu'ils sont malades. Mais l'État maintenant dit que on va vous assurer pour la maladie, donc il peut consommer, il peut dépenser de l'argent au lieu de mettre l'argent à la banque. Donc on a calculé, l'État a calculé, cet argent est investi non seulement pour la protection sociale, mais aussi pour lancer la consommation interne. Je pense que ça, c'est... Mais il reste beaucoup de chemin à parcourir dans ce domaine. Merci, Monsieur Ma. Mesdames, Messieurs, nous avons dépassé notre horaire grâce à vos questions. Sans trahir mes collègues et pour avoir une conclusion très rapide, je dirais quand même que la tonalité autour de cette table est assez optimiste. C'est-à-dire que nous pensons tous que la Chine peut avoir un rôle très positif dans cette sortie de crise. Un rôle modérateur, un rôle prudent, un rôle qui défend d'abord les intérêts de la Chine, mais qui seront aussi positifs pour les intérêts du monde. Merci de votre participation.